7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Il paraît qu'on a repris le contrôle de Marseille. Écoutez, à en croire Emmanuel Macron, en tout cas dans les médias et sur les réseaux sociaux, l'opération anti-drogue est bien lancée. L'artillerie lourde est de sortie, les gros bras, la grande armée républicaine va faire table rase des parasites. L'ordre républicain est de retour. Tremblez, tremblez, petits trafiquants de pacotille, car Emmanuel Macron s'est réveillé, muni de sa canne à pêche, dernier cri et son harpon et ses filets. Il a annoncé en grande pompe sur les réseaux sociaux et lors de sa visite dans le quartier de la Castellane à Marseille, une opération XXL baptisée, je cite, Place nette pour ratisser les lieux, hameçonner petits et gros poissons et enfin débarrasser l'honnête citoyen de toutes les nuisances, trafics et autres fusillades que lui impose le marché de la drogue à la française. Ça sent les européennes, hein, vous trouvez pas? Je ne voulais pas être mauvaise langue, mais il me semble que le trafic de drogue est en explosion ahurissante depuis maintenant plusieurs années quand même. Alors faisons donc un petit point drogue en France, puisque c'est le sujet. Selon les chiffres publiés par l'INSEE, le trafic de drogue génère en France en moyenne de 3 milliards d'euros, soit 0,1% du PIB. Et si à l'époque de la fameuse French Connection, on arrivait à avoir une visibilité sur cette criminalité et sur ceux qui la faisaient, aujourd'hui, le narcotrafic est non seulement tout puissant, mais est aussi pluriel. Il est insaisissable car il se retrouve sur tous les secteurs géographiques, depuis les plaines de la Beauce où le paysan en déshérence peut tout à fait consommer de l'héroïne pure à 80%, jusqu'au faubourg du nord-est parisien où les Modou, ces trafiquants de crack originaires du Sénégal, transforment toute population déclassée en espèce de zombies. Alors les assassinats autour de la vente de drogue se chiffraient à 60 en 2020 pour plus de 250 blessés graves, mais ça c'est qu'une estimation basse qui ne comptabilise pas les non-résidents français. On se retrouve de plus en plus souvent avec des villes autrefois réputées pour leur calme, qui deviennent en quelques mois de véritables champs de bataille entre les différentes familles. Souvent ces familles se sont formées autour d'une ethnie. On se rappelle par exemple qu'en 2021 à Dijon, les trafiquants maghrébins s'étaient mesurés aux trafiquants albanais à coups d'armes de guerre. Et en filmant et en publiant tous leurs exploits en toute impunité sur les réseaux sociaux. On a un triangle d'or qui s'installe aujourd'hui dans les quartiers. Il est à la fois religieux, socio-économique et criminel. La référence patriarcale ultime, c'est le dealer qui montre la voie de l'enrichissement aux plus jeunes, qui sont souvent de plus en plus jeunes d'ailleurs, et il est souvent secondé par l'imam qui leur permet en fait de se dédouaner de leurs crimes à moindre frais. Alors la France n'est pas encore tout à fait un narco-État, mais le territoire français, en revanche, lui, se détaille aujourd'hui en véritable narco-département, avec comme locomotive industrielle la fameuse Seine-Saint-Denis, où la République et la France, d'ailleurs, n'existent plus et où tout est parfaitement rodé, notamment le blanchiment d'argent qui, lui, fait pulluler dans nos villes kebab, sandwicheries halal, bar à chicha et autres commerces fortement communautarisés où les petites mains des narcos aiment à traînasser entre hommes à longueur de journée. L'autre grand moteur du trafic, c'est la technologie et notamment celle des GAFAM avec certaines plateformes qui fonctionnent aujourd'hui comme d'authentiques entreprises commerciales avec des livreurs, des grossistes et même des conseillers en marketing. Se faire livrer de la cocaïne chez soi est devenu aussi facile que de se faire livrer une pizza. Elle est disponible en quelques clics sur des messageries cryptées ou comme Telegram ou WhatsApp. Et les trafiquants proposent même aujourd'hui des cadeaux en cas de parrainage, des cartes de fidélité, voilà, exactement, etc. Exactement comme une entreprise normale. Pareil pour les listes de clients que les dealers se revendent entre eux à prix d'or. On estime qu'une liste de 200 numéros de téléphone aujourd'hui peut se revendre entre 5 000 et 10 000 euros à un call center spécialement dédié à la drogue, par exemple. Bref, c'est l'ubérisation du trafic qui fait que la vente de la drogue n'a jamais été aussi proche d'un commerce légal et totalement décomplexé, auquel il faut ajouter évidemment cette fameuse magistrature issue de la camarilla socialiste qui, depuis les années 90, raréfie les inculpations puisque désormais la justice n'inculpe plus mais plutôt elle met en examen.
La procédure pénale, qui est devenue une sorte de labyrinthe ubuesque où criminels et dealers en tout genre sortent des tribunaux avec le sourire aux lèvres, et les quartiers les plus sensibles gagnent tour à tour leur indépendance, parfois même avec la complicité de certains maires qui n'hésitent pas à fermer les yeux sur les activités des familles en échange de réserves de voix. Et dernière chose, mais pas des moindres, c'est l'explosion de la violence et l'afflux massif d'armes de gros calibre dans Hmm. les cités françaises, surtout à Marseille et en région parisienne. Et oui, car avec la concurrence qui devient de plus en plus féroce, les moyens de défense et d'attaque d'ailleurs augmentent en nombre et en puissance. L'approvisionnement en armes passe en grande partie par les Balkans. Le fusil le plus emblématique, bien sûr, c'est l'AK-47, fameux Kalachnikov, mais il y a aussi son dérivé serbe, le Zastava M70, qui est aussi très répandu. Et depuis quelques années, les filières d'approvisionnement, elles aussi, ont largement évolué, ce qui rend leur démantèlement de plus en plus complexe avec les livraisons en pièces détachées, par colis, la remilitarisation clandestine d'armes neutralisées et plein d'autres techniques très nombreuses qui rendent le traçage des armes extrêmement difficile. Euh, vous pouvez imaginer les conséquences d'un tel armement, notamment en termes d'intervention des forces de l'ordre, qui se retrouvent aujourd'hui très souvent non seulement en sous-effectif, mais aussi en sous-armement par rapport aux dealers, ce qui les dissuade carrément parfois d'intervenir dans certains quartiers, mais aussi en termes de risque d'insurrection et même de djihadisme, dans des banlieues où cohabitent en masse des armes lourdes et des hommes très entraînés et déterminés à les utiliser contre la France. On peut dire que tous les éléments du drame sont en place et n'attendent plus qu'une étincelle. Bref, totalement réjouissant, quoi. Et enfin, et face à ce phénomène monstrueux, face à ces États dans l'État, on peut le dire, nos gouvernements successifs ont demeuré dans une sorte de sidération totale et paralysante devant cette bête qui s'accroît à une vitesse fulgurante devant leurs yeux, jusqu'aux premiers dommages collatéraux d'innocents que l'on connaît aujourd'hui, avec les morts successives du jeune Fayed, 10 ans, tué à Nîmes d'une balle perdue dans le dos alors qu'il rentrait chez lui avec son oncle et son petit frère de 7 ans, et celle de la jeune Sokayana, 24 ans, tuée dans sa chambre à Marseille alors qu'elle était paisiblement en train d'étudier. Heureusement, tout ça, c'est fini. Voilà. Même que c'est Macron qui l'a dit lors de sa visite surprise à la Castellane à Marseille. Le président s'est d'abord offert un gentil bain de foule où il a notamment été interpellé par un de ces fameux jeunes de banlieue qui a montré à quel point la visite de son président l'émouvait et lui inspirait le respect. Écoutez. Venez, venez. Eh ben vous allez me le dire, mais d'abord là on parle de lui et de son avenir professionnel. Ne parlez pas comme ça d'intérêt. Ils sont là pourquoi? Pour vous protéger? Vraiment, ils nous protègent, là. C'est pas de la protection, ça. Quoi donc? Calmez vos petits CRS, lui Non, mais c'est dingue, lance la jeune. Calmez vos petits CRS en jogging casquette à l'envers, avachis sur un muret devant le président de la République. Non, non, ne parlez pas des CRS comme ça, jeune homme. Nous allons nous occuper de votre avenir, lui répond Emmanuel Macron avec tout le paternalisme insupportable dont il adore couvrir ces jeunes de banlieue, qu'il adore, mais qu'il adule même, et à qui il ne proposerait jamais d'aller traverser la rue, comme il l'a fait avec les sans-dents, lui. Alors, il est allé jusqu'à poster une photo serrant la main à ce même jeune en question sur Twitter. C'est vous dire le niveau de soumission de cet homme pour finalement se lancer en recadreur suprême et en sa majesté de l'ordre républicain dans son discours de force. Écoutez. Lancé plusieurs opérations Place Nette à Marseille. Et là, c'est la première d'une série d'une dizaine d'opérations de Place Nette appelées XXL, qui ont été préparées par le ministre et qui ont permis justement de lancer dès hier ce travail inédit. Donc pendant plusieurs semaines, nous irons ainsi au travail et au contact. Depuis hier, il y a déjà plus de 82 interpellations, une soixantaine de gardes à vue, avec justement des personnes qui étaient visées, qui sont, on le sait, des criminels très dangereux et des gens qui nourrissaient la délinquance marseillaise. Et donc c'est ce travail qu'on va poursuivre. On va aussi ensuite le lancer dans une dizaine de villes, métropoles ou villes intermédiaires, et il va venir s'appuyer sur tout le travail qu'on a systématisé. Mais bien sûr, on y croit tous. Vous savez ce qui est dommage,
C'est vraiment dommage qu'Emmanuel Macron ne soit pas président depuis 7 ans, tiens. Un discours pareil, on aurait pu sauver la France et retrouver tous nos territoires. Dieu sait qu'on avait besoin de lui et de son aura autoritaire si seulement les Français avaient voté pour lui. Et bien sûr, comme un foutage de gueule n'en appelle qu'à un deuxième, au lendemain même de sa visite, voilà que BFM titre en une, je cite, Marseille, à la Castellane, les dealers refont surface dès le départ des forces de l'ordre présentes dans le cadre de la visite du président. Autrement dit, Emmanuel Macron avait fait place nette le temps d'une heure ou deux, le temps de faire son bain de foule, puis est reparti sans regarder en arrière, laissant trafiquants et choufs reprendre leur terrain et leurs activités comme si rien ne s'était passé. Mais le coup de com', lui, est magistral. Et Madame Michu, devant son JT de TF1, s'émerveille de ce jeune président qui présente si bien en habit de guerre et qui, c'est sûr, cette fois, va sauver la France et nettoyer les quartiers des voyous. En parlant de voyous, figurez-vous que France Info, histoire d'avoir l'avis des principaux intéressés, s'est procuré le numéro d'un haut gradé du trafic à Marseille et l'a contacté directement sur son téléphone clandestin, puisque cet homme est en ce moment même incarcéré en prison. Et ils lui ont demandé une analyse de ce discours martial du président et de sa promesse de faire place nette. Et je ne résiste pas à vous passer l'extrait en question. Un homme d'une trentaine d'années, condamné à une lourde peine pour trafic de stupéfiants et blanchiment. Il nous parle sur un téléphone portable clandestin depuis sa cellule, d'où il continue de toute évidence à garder le lien avec l'extérieur. Ça nous fait rire. On a tous rigolé derrière la télé. Tous les prisonniers, on a bien rigolé. C'est pour les médias, je pense. C'est pour montrer qu'ils sont présents, qu'ils font leur travail. Et ça change pas grand-chose. Ouais, certes, on perd un petit, peut-être, 10 jours, 20 jours, un mois, mais 30 000 euros par jour. Équivalent à 7 fois 3. 200 000, 300 000 euros la semaine. Après, quand il y a que des petites patrouilles, etc., il y a un guetteur et tout va bien, quoi. Il nous prévient à l'arrivée. Il fait un petit tour, c'est 15-20 minutes, et après, ils repartent. Avec un peu de chance, ils attrapent le petit charbonneur, ou celui qui a la sacoche, ou voilà, quoi, rien de plus. Tout se passe en prison, en vérité. Je vais pas vous mentir. Tout continue de la prison. On est entre nous, on devient, on va dire, on s'élargit, on se développe, on a plus de contacts. Il y a plus d'argent qui se génère, il y a plus de consommateurs, il y a beaucoup de personnes qui veulent se nourrir dans le charbon, ça veut dire avoir leur part, leur pourcentage. Il y a énormément d'argent espèce, d'argent et de revenus. C'est un autre monde. Il y aura certains endroits de deal où il y aura beaucoup plus de sang qui va couler. Parce que c'est énormément de gains qui rentrent, énormément d'argent et des sommes que je pense que vous vous rendez même pas compte. C'est-à-dire que il y en a qui sont prêts à aller jusqu'à la mort pour protéger leurs biens. C'est la jungle, c'est la guerre, c'est la jungle. Mais c'est hallucinant. Ouais. Et oui, et vous l'avez entendu, du fond de sa prison, où il continue en toute impunité son trafic, ce détenu se marre, et je serais tentée de dire qu'il a raison. Il se moque d'Emmanuel Macron, qu'il méprise d'ailleurs, qu'il prend de haut, tant il sait que ces faux élans d'autorité n'existent que pour convaincre les naïfs. La vérité, les amis, c'est que le combat contre la drogue n'est absolument pas au programme d'Emmanuel Macron. Notre gouvernement n'a aucune intention de lutter contre lui car il tient les quartiers en place. Il est le seul rempart contre l'insurrection, contre la guérilla, contre la sécession. Éradiquer le trafic de drogue en France désormais, Emmanuel Macron le sait, passerait par une guerre civile intense et surtout sanglante. Une guerre à l'arme lourde dont les victimes seraient nombreuses. Et ça, au pays des émeutes pour Naël, au pays des démissions et de l'abandon politique, ce n'est rien de moins qu'impossible à imaginer. Eh ben, ça fait peur tout ça. Merci beaucoup, Juliette Briens.